Bonjour à tous. Donc je vais clore cette journée de présentation en faisant une synthèse très rapide sur l'impact du changement climatique sur la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants et leur milieu de vie, un terme que j'ai préféré au terme de biodiversité qui me semblait trop restrictif. Et avant de commencer, j'aimerais remercier l'Académie des sciences et les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à faire le point sur cette question aujourd'hui. Les services rendus à l'homme par la biosphère n'ont fait que se détériorer au cours des 50 dernières années, et en particulier les services de pollinisation, mais aussi de ressources génétiques, de fertilité des sols et de gestion des maladies vectorielles. Et ces dégradations des services rendus à l'homme est en très grande partie due au fait que la biosphère perd sa biodiversité. Biodiversité en termes de nombre d'espèces, d'abondance d'espèces, mais aussi diversité génétique. Le taux d'extinction d'espèces est actuellement au moins 10 fois supérieur à ce qu'il a été au cours des 10 derniers millions d'années. Et ce déclin rapide de la biodiversité signifie que la plupart des objectifs des accords internationaux sur l'environnement et le bien-être des populations humaines ne pourront pas être atteints sur la base des trajectoires actuelles. Ce déclin portera également atteinte aux objectifs spécifiés dans les accords de Paris de la COP 21. Les causes de cette perte de biodiversité sont actuellement tout d'abord la destruction des habitats naturels par les activités humaines, puis les prélèvements directs pour l'alimentation, la santé et la production de biens matériels, et en troisième lieu, le changement climatique qui vient se placer devant la pollution et les invasions biologiques. Donc le changement climatique actuellement exacerbe les autres pressions exercées par l'homme sur la biodiversité, et il est devenu, au cours des dernières décennies, la cause majeure des changements observés sur la biosphère, comme le résume cette carte mondiale. Si vous vous concentrez sur les symboles en vert plein qui vous montrent les contributions majeures du changement climatique aux modifications observées sur les écosystèmes terrestres et marins et les feux, et avec le degré de certitude associé qui va de moyen à élevé. Alors, quels sont ces changements observés au niveau de la biosphère dus au changement climatique ? Eh bien, en tout premier lieu, le changement climatique modifie le déroulement du cycle annuel de développement des organismes vivants. Les différents événements qui rythment ce cycle annuel, par exemple chez un arbre, l'éclosion des bourgeons, l'apparition des fleurs, vont être très étroitement dépendants des conditions météorologiques qui auront prévalu plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant l'apparition de ces événements. Le réchauffement climatique a provoqué un avancement de la reprise d'activité des êtres vivants au printemps et a retardé la fin d'activité de ces êtres vivants à l'automne. La reprise d'activité plus précoce au printemps engendre actuellement des dommages de gel tardif importants sur la végétation, et c'est un problème auquel font face actuellement nombre de nos viticulteurs et horticulteurs. Et l'allongement de la période de végétation, donc, qui s'est allongée, provoque également des stress hydriques accrus, notamment pour la végétation, puisque cette végétation commence à puiser l'eau plus tôt qu'avant, et elle la puise pendant plus longtemps, donc elle épuise les réserves du sol plus rapidement. Et enfin, le troisième impact très important de ces dérèglements dans les cycles de développement, c'est que le changement climatique provoque une modification des interactions entre espèces, notamment au sein des chaînes alimentaires. Ces interactions, notamment les relations de type proie-prédateur ou de type plante-pollinisateur, plante-herbivore, hôtes parasites, vont dépendre en fait du stade de développement auquel sont chaque espèce en interaction. Par exemple, pour le stade chenille d'une espèce de papillon qui se nourrit exclusivement de jeunes feuilles, ce stade chenille devra être synchrone avec le stade jeune feuille pour la survie de cette espèce de papillon. Or, le changement climatique modifie le cycle de développement des espèces de façon différente, ce qui fait que les cycles se désynchronisent et les chaînes alimentaires se rompent. Et on estime que sur 10 chaînes alimentaires, 6 espèces disparaîtront
du fait de cette désynchronisation. Le deuxième effet majeur du changement climatique sur les êtres vivants est une modification de leur aire de répartition. Les espèces sont en train de migrer vers les sommets des montagnes, comme je l'illustre ici par cette étude de Morweta Holm qui, plus de 200 ans après Alexander von Humboldt, a recartographié la végétation du Chimborazo en Équateur et a montré que cette végétation avait remonté de 500 mètres vers les sommets. Les espèces se déplacent également vers les pôles, comme par exemple la chenille processionnaire qui remonte à la vitesse de 5,5 km par an vers le nord en France. Bien entendu, ces déplacements d'espèces vont dépendre des capacités de ces espèces à se disperser, à migrer. Et les espèces qui vivent actuellement dans des espaces déjà limités aux régions polaires ou aux étages alpins et subalpins se retrouvent acculés car leur habitat se rétrécit inexorablement. Et de façon plus générale, nous assistons à des extinctions locales dans les marges chaudes des répartitions des espèces. Au-delà des conséquences très directes pour les espèces en elles-mêmes, ces changements d'aire de répartition ont également des impacts sur le bien-être des populations humaines, le fonctionnement des écosystèmes et le climat lui-même. Par exemple, l'aire de répartition du moustique anophèle est en expansion, notamment il remonte en altitude, et ce moustique étant vecteur de la malaria, la population exposée à la malaria augmente. Prenons maintenant l'exemple du crabe royal qui est apparu très récemment dans les fonds sous-marins de l'Antarctique du fait du réchauffement des eaux. Les plus redoutables prédateurs de ces fonds marins étaient jusqu'ici des étoiles de mer et des vers carnassiers. Et ce crustacé est un bien plus redoutable prédateur et il est venu modifier le fragile équilibre de cet écosystème qui était resté inchangé durant les derniers millénaires, voire millions d'années. Enfin, prenons l'exemple de l'augmentation en abondance des ligneux dans l'Arctique. Cette modification de la végétation, la toundra, modifie l'albédo de surface et donc modifie les bilans radiatifs de surface et à terme la température. Donc la biosphère subit les modifications de l'atmosphère, mais cette atmosphère subit elle aussi en retour les modifications de la biosphère. La végétation terrestre échange un certain nombre de flux d'énergie, d'eau et de gaz avec l'atmosphère et ces flux mettent en jeu un grand nombre de processus physiques, biochimiques et biologiques avec des schémas de régulation et des effets de rétroaction très, très complexes. Et donc toute modification de la végétation ou de son fonctionnement va modifier ces flux qui en retour modifieront l'hygrométrie de l'air, la température de l'air, mais aussi les stocks de carbone. En effet, le réchauffement climatique augmente l'activité photosynthétique des plantes, mais il augmente également la respiration des plantes. Et le bilan net de carbone peut être très variable d'une région à l'autre. Il va rester positif dans les régions qui seront toujours suffisamment humides, mais il va tendance à devenir de plus en plus négatif dans les régions qui seront de plus exposées à des sécheresses intenses, puisque la végétation ne peut plus photosynthétiser quand elle n'a plus d'eau et quand il fait trop chaud. Et là, j'aimerais souligner que le fonctionnement de la végétation est de plus en plus compromis dans un grand nombre de régions dans le monde, suite aux canicules et aux sécheresses qui se répètent et qui battent des records régulièrement. Lorsque les conditions deviennent trop chaudes ou trop sèches, dans un premier temps, la végétation va se comporter comme une source de carbone et non plus un puits de carbone, car elle va respirer davantage qu'elle ne photosynthétise. Et dans un deuxième temps, si ces conditions perdurent ou se répètent trop souvent, la végétation va tout simplement dépérir. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur la photo du milieu, qui est une photo prise au lendemain de la canicule de juin 2019, d'un feuillage de chêne vert. Il a fallu quelques heures pour endommager ce feuillage de façon irréversible. Ce phénomène a été massif dans tout le sud de la France et jusqu'ici jamais observé.
Et je rappelle que le chêne vert est une espèce méditerranéenne par excellence, particulièrement résistante à la sécheresse et aux canicules. Toutes les espèces végétales ont un fonctionnement qui est modifié par le changement climatique et les espèces cultivées y compris. Jusqu'ici, l'effet du changement climatique sur les cultures a été plutôt négatif avec des baisses de rendement, notamment pour le blé, le riz et le maïs. Et j'aimerais ici souligner que la perte de diversité génétique chez les espèces domestiquées va freiner la sélection de nouvelles variétés qui seront mieux adaptées aux conditions futures. Elle va également altérer la capacité des agroécosystèmes à résister aux aléas climatiques et aux aléas naturels tels que les épidémies et les attaques de ravageurs. La cause profonde à tous ces changements est assez simple. Elle est liée au fait que l'activité physiologique des êtres vivants ne peut tolérer qu'une certaine gamme de températures qui n'est finalement que de quelques dizaines de degrés. Les performances s'annulent lorsque les conditions sont trop froides, mais également trop chaudes, et elles sont optimales pour une gamme de températures intermédiaires. Alors que nous réserve l'avenir ? Tous les modèles prévoient que les effets négatifs que l'on observe actuellement sur la biodiversité vont s'aggraver et parfois de façon exponentielle. Et même avec un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré à 2 degrés, la majorité des espèces vont voir leur aire de répartition significativement se réduire. 5% des espèces vont s'éteindre et ce pourcentage s'élève à 16% si l'on considère un réchauffement de 4 degrés. Dans ces conditions, les capacités de nos aires protégées à sauvegarder les espèces menacées seront grandement affectées. Mais ces projections ne prennent pas en compte toujours les capacités d'adaptation des êtres vivants au changement climatique, car très peu de modèles en sont actuellement capables. Quels sont ces moyens d'adaptation ? On peut considérer tout d'abord la migration comme un moyen d'adaptation. En effet, les espèces pourraient échapper finalement au changement climatique en se déplaçant vers les zones, donc ici représentées en bleu et vert, dans ce cas précis du hêtre, donc des zones où le climat restera ou deviendra favorable à leur survie. Mais si l'on compare les capacités de migration des espèces à la vélocité du climat, on se rend compte qu'un très grand nombre d'espèces, et en particulier les plantes, ne pourront pas migrer aussi vite que le climat. Et si l'on se trouve dans le cas du scénario RCP 8.5, c'est la grosse majorité des espèces qui ne pourront pas suivre le climat. Ainsi, sans migration assistée par l'homme, un grand nombre de ces espèces vont s'éteindre avant d'avoir pu s'extirper des régions où le climat ne pourra plus assurer leur survie. Le deuxième moyen d'adaptation des espèces au changement climatique est ce que l'on appelle la plasticité phénotypique, lorsqu'elle est adaptative. Alors, la plasticité phénotypique, c'est tout simplement la capacité des organismes vivants à maintenir des niveaux de performance élevés lorsque les conditions changent, ce grâce à une modification de l'expression des gènes. Par exemple, les dates d'éclosion des bourgeons dépendent de la température. Cette date sera d'autant plus précoce qu'il fait chaud. C'est un exemple de plasticité. Mais cette plasticité n'est pas toujours adaptative. Nous avons montré, par exemple, que dans les conditions climatiques futures, la plasticité de la date d'éclosion des bourgeons serait avantageuse chez le chêne sessile, lui permettra à cette espèce de répondre au changement climatique et de se maintenir dans une certaine mesure dans son aire de répartition actuelle, et j'insiste sur le « dans une certaine mesure », alors que dans le cas du pin sylvestre, cette plasticité n'est plus adaptative, en fait, parce qu'on atteint les limites de la plasticité, on atteint cette température critique que vous voyez ici, et c'est une des raisons pour lesquelles cette espèce, malheureusement, devrait disparaître d'une grande partie de l'Europe occidentale. Enfin, le moyen d'adaptation ultime des êtres vivants au changement climatique est l'évolution génétique, sous l'effet de la sélection naturelle induite par le changement climatique. Le climat est en fait une pression de sélection énorme sur les êtres vivants, et les preuves scientifiques qu'une évolution génétique est en cours
s'accumulent d'année en année, évolution génétique due au changement climatique. Alors j'ai pris cet exemple qui me paraissait assez parlant pour vous expliquer ce qui se passe. Donc l'exemple ici, c'est l'évolution de la durée du jour qui induit l'entrée en diapause chez une espèce de moustique qui vit en Amérique du Nord. Les auteurs de cette étude, en échantillonnant les populations de moustiques à 5 ans d'intervalle, ont pu montrer que cette durée du jour avait diminué d'1 heure, ce qui permet à ce moustique d'entrer en diapause plus tard et donc de rester en activité plus longtemps et de se reproduire aussi plus longtemps, de refaire une génération par exemple, puisque les conditions lui permettent. Dans le cas de cet organisme, le temps de génération est très court, il y a plusieurs générations par an, donc l'efficacité de la sélection naturelle est vraiment très forte. Et cette sélection naturelle sera également d'autant plus forte que la diversité génétique dans les populations sera élevée et que les tailles de ces populations seront grandes. Malheureusement, de nombreuses espèces ne remplissent pas ces conditions. Et les seuls leviers possibles pour l'homme pour aider ces espèces à s'adapter sera de maintenir, voire d'augmenter les tailles des populations et d'augmenter la diversité génétique par le biais de flux de gènes assistés. Pour conclure, le changement climatique affecte donc profondément la biosphère, il affecte le fonctionnement de ces écosystèmes, la répartition des espèces, mais aussi sa biodiversité. Il est actuellement la 3e cause de perte de biodiversité et il risque de devenir à très court terme la première. Les moyens d'adaptation au changement climatique restent assez limités pour un très grand nombre d'espèces. L'homme peut aider ces espèces dans une certaine mesure à s'adapter, mais la tâche est vraiment abyssale. Donc, au-delà de la nécessaire restriction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, il est également nécessaire d'agir fortement sur les autres causes de perte de biodiversité et de mettre en œuvre des solutions basées sur la nature, car elles permettront de maintenir et de restaurer les processus écologiques et les processus évolutifs qui permettront aux espèces de s'adapter au changement climatique, et aussi parce que les solutions d'atténuation du changement climatique et de préservation de la nature peuvent être synergiques. Je vous remercie de votre attention.